Voici la carte militaire du 15 février 2025 et on va commencer par les frappes générales, donc principalement des frappes russes. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des frappes de drones en Russie, mais là qui ont fait strictement aucun dégât. Comme c'est anecdotique, je ne vais pas en parler plus en avant. Donc là, il y a une frappe russe sur Kiev. Un bâtiment qui fabriquait des drones a été détruit par un Iskander M. Donc c'est une frappe importante qui fait mal à l'Ukraine, bien évidemment. Là, on a eu deux frappes d'Iskander M et de missiles de croisière sur des usines de gaz, de production de gaz ici. Donc là, une importante et une un peu plus petite ici. Donc vous voyez, c'est à l'est de Kiev. Donc là, c'est de la production de gaz ukrainienne, hein. Ça vient pas des gazoducs venant de Russie, d'après ce que j'ai compris. Donc là, c'est vraiment de la production 100% ukrainienne de gaz. Donc ces usines ont été détruites. Alors comme d'habitude, on commence par le sud. Sur Kherson, il ne s'est rien passé de notable. Évidemment, il y a toujours des combats, des tirs d'artillerie, etc. Comme d'habitude, hein. C'est pas parce que je ne parle pas vraiment de cette zone-là qu'il ne se passe vraiment rien. Bien sûr, il y a toujours des combats sur Kherson, il y a toujours des combats sur l'oblast de Zaporojye, mais rien de notable. Et comme d'habitude, évidemment, c'est dans l'oblast de Donetsk qu'il se passe le plus de choses. Donc là, bon, sur Grand Novosilka, ou appelé Velika Novosilka, il ne s'est rien passé. Les Russes n'ont pas avancé vers cette fameuse mine de lithium, mais est-ce vraiment leur objectif? Je vous avais dit que je pensais plutôt qu'ils allaient s'occuper de ce chapelet de ville plutôt que la mine de lithium qui de toute manière n'est pas utilisée par les Ukrainiens. Je rappelle que ce qui est entouré en jaune, ce sont les villes très importantes qui ont été prises par les Russes et qui étaient vraiment emblématiques, qui étaient vraiment très importantes. Donc je les ai laissées entourées de jaune afin que ça vous donne un poids de repère. Donc là vous voyez Ougledar, aussi appelé Vuhledar, Kurakovo, ici, vous vous souvenez, bon, bref. Donc là, on va parler plutôt là ici de ce chaudron qui est en train de se refermer. Là, les Russes ont pris complètement Andriivka. Donc ça, c'est une prise vraiment importante. Il resterait encore des soldats ukrainiens ici. Et oui, contre toute attente, mais bon, en fin de compte, c'est pas vraiment surprenant. Toujours aucun ordre de retraite n'a été donné pour les soldats ukrainiens qui sont prisonniers dans ce chaudron. Les Russes sont en train d'avancer vers Kostiatynopil, bien évidemment, pour refermer le chaudron. Donc là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, selon mes sources, alors je rappelle que mes sources pour la carte militaire, principalement, c'est Colonel Kassad, Raibar et Slaviangrad. Et apparemment, donc les Russes vont faire une tenaille en passant par la gauche de Kostiatynopil. Nous verrons si c'est exact ou pas la semaine prochaine. Je rappelle que les épingles rouges donnent l'avancée, c'est-à-dire la direction de l'avancée russe quand ils prennent du terrain. Donc là, vous voyez Andriivka complètement prise. Là ici, les Russes ont fait une avancée assez importante puisqu'ils ont pris la petite localité de Zaporojye. Donc évidemment, c'est du même nom que la grande ville de Zaporojye, mais bon, c'est tout petit, ça c'est un village. Donc il y a eu une avancée notable ici. Là, dans la zone de Pakrovsk, les Russes ont fait une avancée importante à l'ouest, donc sur Oudachny. Alors, je rappelle que la semaine dernière, les Ukrainiens avaient fait une avancée sur Oudachny. Là, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, hein. C'était sur cette zone, il y a eu beaucoup de suspense.
Parce qu'à un moment donné, les Ukrainiens avaient envoyé énormément de forces dans cette direction et dans cette direction. Toutes les forces qui ont été envoyées dans cette direction donc, sont avancées à peu près ici, mais ils ont été très vite balayés, et en fait tellement balayés que les Russes en ont profité pour prendre la moitié d'Oudachny, qui est une ville minière très importante de charbon haute qualité. Alors là, vous voyez, j'ai marqué CH. CH, c'est pour charbon. Donc c'était des mines importantes de charbon de haute qualité qui servent pour la sidérurgie. Donc là, il y a une avancée russe vraiment importante. Le général russe qui s'occupe de cette zone, celle de Paklovsk, qui est la plus importante du front, est un général excellent, hein, il faut le dire. Alors, pourquoi le suspense, disais-je? Ben, tout simplement parce que les forces ukrainiennes ont été très nombreuses et puissantes, donc sur Oudachny, mais aussi sur Pitchani. Et à un moment donné, sur Pitchani, les Ukrainiens ont pu avancer de tout ça. Donc dans toute cette zone, donc ils avaient repris pied sur Pitchani, donc ils avaient envoyé des forces vraiment très très importantes. Alors, par rapport à la semaine dernière, donc je rappelle, ils avaient envoyé ici Oudachny et Pitchani. Oudachny se sont fait massacrer, ils se sont fait balayer. Par contre, sur Pitchani, il y a eu un moment de flottement, hein, parce qu'ils avaient bien avancé. Les Russes ont eu beaucoup de mal, et ce n'est qu'hier, vers 21 heures à peu près, donc vendredi soir vers 21 heures. Alors, c'est pas en temps réel ce que je vous dis ça, c'est que moi je l'ai appris dans les sources Telegram. Ce n'est que hier vers 21 heures que j'ai appris que les Russes avaient pu repousser totalement les forces ukrainiennes pour reprendre là où ils en étaient, quoi, sur le front. Donc, mais là, les forces ukrainiennes ont vraiment jeté beaucoup sur Paklovsk. Mais au final, ils ont été repoussés. Mais pendant 2 jours, ils étaient dans cette zone-là, hein. Donc, on peut dire que là, les Ukrainiens se sont battus farouchement, bravement. Ils ont échoué. Mais pouvant-il en être autrement? Dans cette zone-là, il y a une concentration de forces russes absolument gigantesque. Sans compter que maintenant les Russes utilisent massivement, et surtout dans cette zone, les drones à fibre optique, qui leur donnent un avantage absolument énorme, car ils ne peuvent pas être arrêtés, quels que soient les moyens qu'on met. Sauf si évidemment on les canarde physiquement avec des balles ou des missiles. Là, le drone ne peut rien faire. Mais sinon, voilà quoi, ça a été un moment de suspense là, parce que on aurait pu penser que les Ukrainiens aient fait quelque chose de vraiment notable, où ils auraient pu enfin avancer, surtout dans cette zone qui est la plus importante du front. C'est pour ça que j'ai entouré Paklovsk d'un carré rouge. C'est l'endroit le plus important du front. Bah, Toretsk, on n'en parle plus, ça y est, c'est fini, hein. Entouré d'un cercle jaune comme le reste, pour dire que c'était une des zones les plus importantes. Donc là, les Russes, bien évidemment, vont aller vers le nord, hein, vont continuer vers le nord, vers Kramatorsk, ça me semble le plus évident. Ou alors, surprise, surprise, est-ce qu'ils vont faire plutôt une opération en tenaille et créer un chaudron? Parce que là, c'est un chaudron embryonnaire, hein, mais vont-ils créer un chaudron ici? Peut-être, je ne le sais pas, mais je pense plutôt qu'ils vont monter vers le nord. Bah, Tchassivial, toujours pas pris, hein. Toujours pas pris, hein. Les Ukrainiens résistent énormément sur Tchassivial. Tchassivial, c'est le deuxième point le plus important du front après Paklovsk. Tchassivial, le plus grand verrou du front, qui permettrait, une fois pris par les Russes, bah, de prendre Kramatorsk, évidemment. Alors ça fait plus de 2 ans que j'ai mis des grands triangles rouges pour montrer que ce sont les proies ultimes de Donetsk. Voilà, ça c'est les proies ultimes donc pour les Russes. Donc Tchassivial, les Russes ont beaucoup de mal
à avancer sur Tchassivial. Ils avancent hein, toujours. Là, moi, je suis prêt à parier que la semaine prochaine, c'est terminé. Les Russes annonceront que Tchassiviar est tombé. Je pense la semaine prochaine. Parce que bon, là, ça n'a pas avancé par rapport à la semaine prochaine, mais les Russes ont consolidé. Donc malgré toutes les forces ukrainiennes qui sont sur le pourtour, comme elles se font massacrer, bien évidemment, bon bah ça peut pas tenir longtemps parce que là il n'y a aucune ligne de défense, il y a rien, on n'est plus en zone urbaine, c'est les champs là, donc évidemment c'est même incompréhensible, voire même j'ai envie de vous dire inhumain et cruel pour les soldats ukrainiens. Pourquoi ne pas leur faire une retraite sur Kramatorsk et consolider Kramatorsk? Pourquoi? Bah la communication. Voilà, parce que tout ce que font les Ukrainiens depuis le début de la guerre n'a absolument aucun sens militairement parlant. Stratégiquement, ça n'a aucun sens. Même leur fameuse grande offensive qui était sur la zone de Zaporojhia, ici dans la région d'Orirov, hein, qui devait piquer sur Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov, ça n'avait aucun sens puisqu'il y avait déjà les lignes de Sourovikine, les fameuses 4 lignes de Sourovikine dont on disait qu'elles étaient infranchissables. Souvenez-vous. Et ils ont lancé leur force là-dessus, quoi. Vous voyez un petit peu l'intelligence de l'état-major ukrainien. C'est une catastrophe. Bref, donc ils résistent toujours là, ils envoient tout ce qu'ils peuvent là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors sur Siversk, alors c'est rare que je mette ce symbole, c'est un symbole pour dire que ça y est, les Russes veulent vraiment s'emparer de Siversk et ils arrêtent de jouer sur la défensive ici. Là, ils ont fait une concentration de force importante. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc je suppose que là, ils vont vraiment aller sur Sivelsk. Alors, Sivelsk, ça paraît de rien comme ça, parce qu'on en parle très rarement dans les médias, mais c'est une zone de résistance absolument énorme. Ça résiste énormément. Alors certes, ça résiste énormément parce que les Russes sont plutôt en défensive, hein. C'est un peu comme la région nord de Kupiansk. Les Russes, qui les intéressent, c'est là. C'est cette zone-là qui les intéresse. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc en gros, c'est la zone, voilà, on va dire du nord-ouest de Donetsk, hein, de l'oblast de Donetsk. C'est cette zone-là qui les intéresse particulièrement. Hein, ouais, Toretsk, Chassiviar, Paklovsk, c'est ça pour l'instant. Donc là, ils mettent leur force là-dessus. Mais bon, une fois que bon, cette zone-là, ne serait-ce que bon, Toretsk, c'est fini, mais Chassiviar, où là, ça se bat énormément, bah, quand ce sera terminé, là, les Russes enverront leur force ici et prendront Siversk qui leur résiste depuis tant de temps. Hein. Mais ils leur résistent encore une fois parce que les forces russes bah, sont pas extrêmement nombreuses ici, mais il y a une concentration qui est en train de se faire. Donc là, ils commencent à réfléchir sérieusement à prendre Siversk pour une fois. Alors, un peu plus au nord, là, il ne s'est rien passé de bien important. Sur Kupiansk, rien du tout. Alors là, les Russes ont reculé un peu. Alors, ils ont reculé pas parce qu'il y a des forces ukrainiennes ici, mais ils ont reculé pour consolider. Parce que la semaine dernière, là, ça faisait un petit éperon comme ça, donc je l'ai enlevé parce que ils ont consolidé ici. Apparemment, ils font des lignes de défense. Donc ça, c'est typiquement russe, hein. Ils consolident et une fois que c'est consolidé, bah, ils y vont, quoi. Donc, par contre, pourquoi ils consolident ici et ils n'avancent plus sur Kupiansk? Bah, c'est parce qu'ils avancent au nord. Ça veut dire que là, ils sont en mode purement défensif pour être en mode agressif, c'est-à-dire offensif, plus au nord. Et là, vous voyez, grosse avancée russe. Énorme avancée russe, même au nord. Donc là où on ne s'y attendait pas, mais, les malins, parce que c'est là où il y a le moins de résistance ukrainienne. Les Ukrainiens, il y a eu une avancée russe ici, donc les Ukrainiens, ils ont tout mis en défense ici, tout ce qu'ils pouvaient ici,
Et bien, comme ça a agglutiné les forces ukrainiennes là, bah là c'est devenu vulnérable et donc ils ont avancé sur le nord. Donc là ils ont pris Figolivka ici, Figolivka, donc voilà, c'est pris. Et donc toute cette zone-là, énorme avancée, sur une énorme longueur, hein. Bref, donc là, avancée importante sur le front Lipski-Vovchansk. Franchement, il ne se passe rien, les Russes sont en attente. Là, ils ont consolidé sur Vovchansk les Russes, mais ils consolident, donc voilà, ils ne font que se défendre. Et enfin, la zone de Kursk. Alors là aussi, il y a eu une période de flottement. On ne savait pas trop ce qui se passait. Donc, on va commencer par ici. Alors, la semaine dernière, les Ukrainiens ont fait une avancée importante dans cette direction sur Tcheskaya et sur Ulanok et sur Ruskaya. Donc, la semaine dernière, il y avait des flèches bleues comme ça et comme ça. Alors, sur Ruskaya et Ulanok, les forces ukrainiennes ont été parfaitement repoussées en très peu de temps. Par contre, à un moment donné, il y a eu un flottement parce qu'ils envoyaient tellement de forces sur Tcheskaya Koporelka, que bah là il y a une période de flottement parce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils y arrivent, ils y arrivent pas, ils étaient bien là, ils ont été repoussés, mais ils sont revenus à la charge. Donc là franchement, c'est pour ça la semaine dernière j'avais mis un point d'interrogation, ensuite je l'avais enlevé parce qu'ils avaient été repoussés, mais quasiment le lendemain ou presque le lendemain, ils étaient revenus à la charge. Donc ils étaient revenus jusque-là, hein. Ils ont à nouveau été repoussés, encore une fois, aux dernières nouvelles. Donc ils ont été repoussés, alors je ne sais plus si c'est il y a un jour ou un jour et demi, mais en tout cas ils ont été repoussés, mais ils ont pénétré jusque-là. C'est pour ça que j'ai mis une épingle bleue, hein. Donc là ils envoyaient énormément de force. Là, c'est un véritable cimetière de véhicules blindés, de tanks de l'OTAN, un massacre énorme des forces ukrainiennes, parce que sur tout le front de toute l'Ukraine, c'est ici qu'ils envoient le plus de force, sur Kursk. C'est ici qu'ils envoient le plus de force. Et là, vous voyez cette route d'approvisionnement principale, hein, qui part de Soumy. Ça fait des mois qu'elle est bombardée, cette route, bien évidemment. En fin de compte, en réalité, elle ne devrait plus être utilisée par les Ukrainiens. Mais malgré qu'elle soit bombardée en permanence par l'artillerie, par des drones, par des missiles, ils utilisent quand même cette route principale. Donc là, il y a un cimetière de véhicules blindés et de tanks qui est, on a les vidéos, hein. C'est mais hallucinant. On parle de milliers de véhicules blindés, hein, tout confondu, hein. C'est hallucinant. J'ai vu les images, c'est à tomber par terre, hein. Là, et puis bon, évidemment, tous ceux qui sont ailleurs, hein, dans tout Kursk, hein. C'est hallucinant le nombre. Alors évidemment, les Russes aussi ont perdu des tanks et des véhicules blindés, mais infiniment moins que les Ukrainiens, parce que là, les Russes sont sur leur territoire. Là, ils ont mis les obusiers. Là, il y a les drones, les fameux drones à fibre optique, mais pas que, les Lancet 3, bien évidemment, et puis des missiles qui leur tombent dessus, hein, sans compter ce qu'on appelle les orgues de Staline, hein, bon, modernisés bien sûr, donc les MLRS, l'équivalent des MLRS russes. Bref, c'est bombardé à fond, à fond. Souja entouré de verre, parce que c'est le QG des Ukrainiens à Kursk, bien sûr. Et ils envoient des forces, ils envoient toujours des forces. Alors pour Zelensky, c'est très important de garder Kursk pour pousser. Alors c'est le dernier prétexte, hein, c'est parce que c'était pas ça au début. Maintenant, bah, depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, garder Kursk,
C'est important pour Zelensky, c'est la priorité parce que ça lui donnerait un levier de négociation pour amener Vladimir Poutine aux tables des négociations. Alors que Zelensky s'est interdit par décret de parler avec Vladimir Poutine. Là maintenant, il oublie son décret, il dit ah oui, maintenant je veux parler avec Vladimir Poutine. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir et lui fait pression, bien entendu, vous voyez la contradiction absolument totale et le changement stratégique, parce que prendre Kursk, c'était pas pour un levier de négociation au départ, c'était pas pour ça, hein. Donc, bref, mais je vais pas refaire tout l'historique de course, que j'en ai parlé tellement de fois. On va arrêter là. Donc là, c'est un véritable cimetière catastrophique côté ukrainien. Et là, ils avaient failli faire quelque chose, bah, ça aurait fait un bon point de communication, marketing, mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, les Russes ont fait une avancée importante ici. Donc là, vous voyez une avancée importante et évidemment, ils se dirigent vers Souja, bien évidemment. Donc là, vous voyez, il y a une grosse avancée russe sur Kursk. D'habitude, il n'y avait que des petites avancées, hein. Depuis plusieurs semaines, c'était que des petites avancées russes, voire aucune avancée, étant donné le nombre de forces colossales envoyées par les Ukrainiens. Et là, il y a une petite avancée russe aussi. Hein, là, ils ont pris pied sur Viktogovka. Donc Viktogovka, ils ont pris pied dans la ville. Donc là, il y a une petite avancée et là, une avancée majeure. Donc Kursk, les Ukrainiens ont essayé de faire illusion pour faire un coup de communication comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est invariable depuis le début de la guerre. Toute offensive ukrainienne qui ont été faites depuis le début de la guerre, il n'y en a aucune, je dis bien aucune et sans exception, qui a été faite avec succès. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Les Ukrainiens ont pu avancer que quand il y a eu des retraites russes, uniquement. Alors oui, ça paraît propagandiste de dire ça, ça paraît pro-russe, mais dans les faits, c'est comme ça. Et le temps l'a montré d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.